Bonsoir et bienvenue dans ce spécial dialogue entre Congolais qui reçoit en invité unique le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba, avec qui nous décortiquerons le programme de développement à la base de 145 territoires. De quoi s'agit-il? Qui finance ce programme? Comment les fonds seront-ils gérés? Les réponses, c'est tout à l'heure avec le ministre du Plan, Christian Mwando, qui pilote ce projet. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà très nombreux auditeurs des radios Okapi à nous envoyer vos réactions, vos questions adressées au ministre. C'est le cas de Christian Bokungu depuis Kisangani dans la province de la Chopo. Je salue l'initiative, le projet louable qui va contribuer certes au développement de notre pays, mais les frustrations, comme toujours, sont au niveau de son exécution. Nous demandons au gouvernement de bien veiller à son exécution car nous ne faisons plus confiance aux promesses. On a beaucoup entendu, malheureusement, l'exécution a toujours posé problème. Je demande au ministre quels sont les plans et les mécanismes de suivi de ce projet. Joseph Bidouaya, à Kalanga, au Kasaï central, je salue ce projet initié par le gouvernement, lequel pourra soulager les compatriotes vivant dans les milieux ciblés, mais les récentes expériences ont démontré que beaucoup des projets conçus par le gouvernement restent soit inachevés, soit les fonds détournés. Par rapport à toutes ces préoccupations, quelles sont les dispositions prises pour la réussite totale dans les délais de ce projet? Merci de nous suivre à Kalemi, dans la province du Tanganyika, sous la 105.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, vous avez la possibilité de nous suivre via notre site internet www.radiocapi.net, sur Canal+, Channel 572, mais aussi sur notre page Facebook Radio Okapi. Encore une fois, bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net. Vous le savez déjà peut-être, le programme présidentiel de développement à la base des 145 territoires a été validé récemment par le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a indiqué jeudi 13 janvier dernier que le gouvernement a déjà rendu disponible près de 450 millions de dollars dans le budget 2022. C'était à l'issue d'une réunion à la Cité de l'Union africaine. Ce programme prévoit notamment la construction des routes, des dessertes agricoles, l'aménagement des centres de santé, l'aménagement des stations d'adduction en eau potable. Monsieur le ministre, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, les Congolais veulent en savoir un peu plus sur ce programme du gouvernement. De quoi s'agit-il exactement? Oui, ce programme part d'abord d'un constat qui a été fait par le président de la République, chef de l'État, qu'il existe une disparité énorme entre les milieux ruraux et les milieux urbains qui favorisent l'exode rural, et le fait que depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, les territoires ruraux ont été abandonnés à eux-mêmes. Et donc, on arrive à une situation telle que la pauvreté s'est grandement accentuée, la production locale s'est presque effritée et que les populations n'ont plus d'accès aux infrastructures sociales de base. Et donc, il était important, impérieux, qu'on puisse réduire cette disparité spatiale entre les milieux urbains et les milieux ruraux, qu'on puisse en même temps essayer de relever les économies des territoires, des milieux ruraux, pour permettre quand même l'accroissement des revenus. Donc, pour cela, le gouvernement a été chargé, et moi, en tant que ministre du Plan, donc j'ai assuré le leadership au niveau des ministres sectoriels qui étaient tous impliqués dans la réalisation de ce projet. Ce projet, nous l'avons réalisé dans le sens qu'on est sorti du schéma habituel où les projets sont imposés de haut en bas. Nous avons pris la responsabilité d'interroger les dirigeants ou les territoriaux eux-mêmes pour savoir, pour eux, dans les différents secteurs que je viens de citer, les secteurs socio-économiques, les infrastructures de base, la diversification de l'économie, quelles étaient leurs propres priorités. C'est ainsi que, dans notre méthodologie, nous avons envoyé
des experts pour discuter avec les représentants des populations dans les différents chefs-lieux des provinces. Il s'agissait notamment des administrateurs du territoire, des chefs des divisions du plan, des représentants de la société civile, des représentants des chefs coutumiers. Et ces gens-là nous ont expliqué, en tenant compte des équilibres au sein de chaque territoire, qu'est-ce que eux considéraient comme priorité, que ce soit en termes de routes de dessertes agricoles, de construction de centres de santé, de construction de bâtiments administratifs, de construction des écoles, etc. En ce qui concerne la chaîne de production, quelle était leur production principale et qu'est-ce qu'ils attendaient de nous dans la transformation de leur production. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux en termes d'accroissement de leur entrepreneuriat. Donc nous, en définitive, nous avons récolté. Et chaque territoire, il n'y a pas de position type. Chaque territoire, selon ses priorités, selon ses spécificités, selon les routes qu'il a désignées, nous avons élaboré ces territoires qui viennent de la base. Et globalement, aujourd'hui, le gouvernement est prêt à consacrer 10 millions par territoire, mais ces 10 millions seront répartis selon les priorités qui ont été définies par chaque territoire et que nous reprenons dans le programme. Alors, nous allons revenir sur les priorités, Monsieur le ministre, mais quelle est l'opportunité de lancer ce programme en ce moment, à pratiquement 2 ans des élections? Je pense que le gouvernement que le président a mis en place au mois d'avril dernier n'a pas à réfléchir par rapport aux élections. La priorité nous a été fixée, la ligne de conduite nous a été fixée et nous avons traduit cette ligne de conduite en un programme. Et ce programme-là, c'est le programme que nous présentons. Il peut ou ne pas se terminer maintenant, mais le programme est là et il sera appliqué. Et nous espérons qu'il aura le terme, justement, avant que la fin de ce mandat. Il faudrait que ce programme puisse au moins voir sa réalisation, si pas se terminer. Donc, l'agenda est un agenda de vision, ce n'est pas un agenda électoral. La durée est de 2 ans? La durée est de 2 ans parce qu'on considère qu'au bout de 2 ans, il y aura une autre équipe probablement qui pourra prendre le relais, soit avec le même président, soit avec un autre groupe. Donc, cela n'entre pas en ligne de compte. Notre travail, c'est d'aboutir à l'exécution parfaite de ce programme. Et en 2 ans, vous pensez que c'est possible d'exécuter ce programme? En 2 ans, c'est parfaitement possible parce que nous, le programme que nous avons fait est assorti d'un chronogramme de chaque activité qui peut être réalisée. Nous avons relevé également les facteurs de risque au sein du programme, qui sont généralement les facteurs qui sont liés aux agences d'exécution, les facteurs qui sont liés à la disponibilité des financements. Et si nous pouvons affronter et relever ces risques-là, je pense qu'il est parfaitement possible d'exécuter ce programme dans les 2 ans. Alors, ce programme sera lancé quand ou bien il a déjà été lancé? Ce programme a déjà connu sa phase pilote par le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui avait au Bas-Congo, à Songololo et dans le Kwango, à Kenge, fait une phase pilote pour voir comment ça peut marcher, comment ça peut être réceptionné par la population, de manière à ce que nous puissions prendre les mesures correctives d'application. Cette phase pilote est terminée. Maintenant, le président de la République, je crois, va lancer, si je ne me trompe pas, ça dépend de son agenda, mais il est prévu que la semaine prochaine, au plus tard, ce programme soit lancé officiellement. Ça sera de manière simultanée dans les 145 territoires? Non, ça partira d'un territoire? Il y aura certainement un lancement symbolique, soit dans un territoire, soit au niveau de Kinshasa. Ensuite, il y aura les déploiements des différents membres des gouvernements dans les différents territoires pour pouvoir lancer les travaux dans chaque territoire cette fois-là. Alors, on va prendre cet auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi. La réalisation me signale qu'il y a un problème des lignes téléphoniques. Alors, il y a un problème qui se pose souvent lorsque on lance des projets comme ça. Monsieur le ministre, plusieurs projets sont souvent annoncés mais souffrent d'exécution. Qu'est-ce qui garantit que ce programme sera réellement exécuté? Bon, garantir à 100%, personne ne peut rien garantir à 100%. Le fait est que ce programme, nous avons évalué
les facteurs de risque, nous avons essayé de les minimiser. Les risques sont les suivants. Souvent, les programmes, on les commence, on n'a pas les finances pour les faire. Donc, on laisse les chantiers au milieu. Souvent, les programmes se font dans des processus non transparents, de sorte que certains responsables soutirent une partie de l'argent pour les utiliser à d'autres fins. Souvent, on ne prépare pas assez les populations locales qui bénéficiaires du programme à s'approprier le programme et en faire eux-mêmes d'ailleurs le contrôle et le suivi. Souvent aussi, on ne prépare pas les populations ou les bénéficiaires à la pérennisation de ce programme. Tous ces facteurs ayant été pris en charge, nous avons décidé ceci. D'abord, primo, le gouvernement va engager des agences d'exécution. Donc, notamment, nous avons sélectionné le PNUD, le BSECO et le CFF. Et le gouvernement aura la charge importante de faire au quotidien le suivi et l'évaluation. Suivi de l'exécution financière et suivi de l'exécution physique et faire les comparaisons. Il y aura un audit permanent parce que l'inspection générale des finances est aussi impliquée en amont pour éviter la dilapidation des fonds. Il y a toute une composante dans le programme qui est le renforcement des capacités des populations locales qui va permettre à ce qu'on forme les groupes, les comités de développement locaux pour le contrôle et le suivi de ces programmes-là. Parce que je pense que les principaux gardiens de ce programme, ce sont les bénéficiaires. Est-ce que ces formations ont déjà commencé? Ces formations vont se faire de manière concomitante. Et je profite d'ailleurs, puisqu'on en parle, en termes d'augmentation accroissement des capacités et augmentation des revenus de la population. Je profite de ce micro pour lancer un appel à tous les entrepreneurs qui se trouvent dans les territoires, ou en tout cas à tous ceux qui sont originaires d'un territoire, qui ont leurs affaires ou un business ici à Kinshasa, de rentrer aujourd'hui à l'intérieur des territoires. Parce que lorsqu'il y aura la passation des marchés au niveau des travaux qui doivent se faire à l'intérieur, nous allons privilégier absolument les entrepreneurs locaux ou les ONG locales. C'est une occasion pour nous Ça ne sera pas des marchés des gré à gré comme on a l'habitude de le voir souvent en tout cas, dans ce pays où privilégier les proches ou les membres des partis politiques, des membres du gouvernement. Et je pense que c'est exactement ce que nous avons voulu éviter en privilégiant les agences qui ont une notation au niveau international et dans lesquelles nous, les politiques, nous ne sommes pas directement impliqués, qui vont permettre quand même que les processus soient transparents. Donc, nous espérons qu'avec ces appels d'offres, ces marchés, ça va renforcer les capacités des entreprises locales et ça va permettre quand même qu'on engage les locaux et que les revenus qui seront dépensés au niveau de ce programme servent d'abord aux populations locales. Et ça, c'est un facteur important et ça nécessite que les petites et moyennes entreprises au niveau des territoires se mettent également en ordre avec la documentation, l'identification pour qu'elles puissent être éligibles à ça. Et j'en appelle à tous les leaders d'opinion, à tous les leaders politiques de sensibiliser dans leurs coins respectifs. Ça va permettre quand même la création d'emplois et l'augmentation du niveau d'activité dans les territoires même, ce qui est parmi les objectifs du programme. Alors on va prendre cet auditeur, on me signale qu'il est déjà en ligne, cet auditeur Joseph Loulou, voilà, qui nous appelle depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Je m'appelle Joseph Loulou Katombe, je vous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Moi-même, je suis originaire de la province de Tanganyika. Je suis très heureux que la radio Kapi reçoive pour nous le ministre Christian Mando Simba Kabulo, à qui j'ai au moins 3 questions à lui poser concernant les sujets du jour. Ma première question, quels sont les territoires les plus privilégiés par ce projet du développement des 45 territoires? Ça, c'est un. Ma deuxième question, la province du Tanganyika, où le ministre Christian Mando est l'élu du territoire de Moba, c'est l'une des provinces où les routes de dessert agricole n'existent plus. Alors, là, on constate que la population
de la province de Tanganyika vit à travers l'agriculture et la pêche. Ma question est de savoir comment la population des villages de Foubé, Mouliro, Moba, Kabalo, Kakuyu, Nyunzu, Kongolo, Manono, Kiambi, qui vivent à travers l'agriculture seront intégrés dans ces projets. Ça, c'était ma deuxième question. Et ma troisième question était de savoir, dans ces projets du développement des 45 territoires, la pêche, qui est aussi l'un des piliers du développement de la province du Tanganyika, sera-t-elle aussi considérée? Si oui, sous quelle forme et avec quelle méthode? Merci beaucoup, la Radio Okapi, pour m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer aussi. Monsieur le ministre, vous commencez par la dernière question ou la première? Bon, je vais commencer par la première. Allez-y, on vous écoute. L'auditeur pose la question de savoir quels sont les territoires qui sont les plus privilégiés. Je pense que on a voulu garder un principe d'équité. Il n'y aura pas un territoire privilégié par rapport à un autre. Il y aura simplement des territoires qui vont démarrer plus lentement que les autres parce que il y a beaucoup de territoires qui ont notamment un problème d'accessibilité. Donc, ces territoires-là, on pourra commencer d'abord par les désenclaver avant de commencer les autres opérations. Mais les territoires seront traités de manière équitable, ce qui est prévu. C'est pour ça qu'on a dit 10 millions dans la première phase pour tous les territoires. La deuxième question, c'est la question des routes de dessert agricole. Je pense que la question des routes de dessert agricole ne se pose pas seulement au Tanganyika. C'est un problème qui est un peu général. C'est une question fondamentale. Si j'en crois le programme tel que nous avons établi, il est prévu pour chaque territoire, en moyenne, à peu près 1 600 000 $ pour rien que la question des routes, qui est une question fondamentale parce que ce soit l'accès au marché, que ce soit l'accès aux hôpitaux, que ce soit l'accès aux écoles ne peut être possible sans qu'il y ait des routes praticables. Quid de la pêche? Est-ce que la pêche est considérée, oui ou non? Mais bien sûr, parce que nous allons vulgariser le programme a en fait 4 composantes. La deuxième composante concerne l'augmentation de la production et l'accroissement des chaînes de valeur. Il est important de savoir que aujourd'hui, nous allons nous baser notamment, je parle entre autres sur la création des coopératives pour lesquelles il sera possible de trouver des financements et de les former pour améliorer la production. Il y aura la pêche notamment, il y aura peut-être du matériel de pêche qui sera mis à disposition, la modernisation des méthodes de pêche et tout ça, parce qu'il y aura le renforcement de capacités en cette matière. Je ne parle pas des équipements aussi dans d'autres secteurs agricoles. On va regarder quelles sont les filières les plus porteuses. Par exemple, si on trouve par exemple dans un coin comme Kongolo, admettons, que le palme, c'est ce qui est le plus porté. On va chercher la manière de faire transformer ces palmiers en huile de palme. Donc, il y aura peut-être fourniture des équipements à des coopératives à mettre en place pour qu'ils puissent pas seulement livrer les noix de palme, mais également pouvoir produire localement l'huile de palme. Il y aura d'autres territoire où ça sera peut-être les décortiqueuses et la formation sur comment décortiquer le riz et ainsi de suite. Donc il y aura, il y a cette composante-là parce que nous sommes conscients qu'on ne va pas seulement construire des infrastructures, mais il faut accroître les revenus des citoyens. Donc il faut augmenter leur productivité et puis il faut les aider à avoir de la valeur ajoutée sur leur production. Alors comme je l'ai dit dans cette émission, les Congolais veulent en savoir un peu plus sur le programme de développement des 145 territoires. Il y a Zachary Kandé qui nous écrit depuis Chikapa qui demande pourquoi Chikapa n'est pas bénéficiaire de ce projet et puis qu'est-ce qui garantit l'exécution de ce projet dans certaines provinces et pas dans d'autres. Oui, je vous ai dit que le projet de développement des 145 territoires concerne les territoires ruraux uniquement. Les villes ne sont pas concernées par ce programme parce que en dehors de ce programme de 145 territoires, le gouvernement continue avec son programme normal, habituel. Donc ici, ce programme ne concerne que les milieux ruraux, ne concerne pas les milieux urbains. Donc si Chikapa est considéré comme un milieu urbain,
il ne sera pas touché par ces territoires comme Lubumbashi, comme Likasi, ainsi de suite. Tout ce qui est urbain, même comme la ville de Kalemi, ne seront pas concernés. Mais par exemple, Kalemi territoire, qui est considéré comme territoire, pourra être concerné par ce programme. Donc voilà l'explication. Ça ne concerne que les milieux ruraux. Alors d'où proviennent les fonds, monsieur le ministre? Les 450 millions de dollars dont tu as parlé, le porte-parole du gouvernement, ça provient d'où? Les 450 millions ont deux origines. La première origine, ce sont les réserves que le gouvernement a fait, parce que, comme vous le savez, la préoccupation aujourd'hui du gouvernement, c'est de ne pas utiliser l'argent uniquement pour le fonctionnement. Il faut changer la qualité de la dépense et faire des investissements. En attendant la finalisation de ce programme, le gouvernement a pu faire quelques réserves. Il y a ensuite le programme que nous avons avec la Banque mondiale qui pourra intervenir et également l'appui qui avait été fait dans DTS pour la République, dont une partie va être transformée en appui budgétaire pour permettre l'exécution de ce programme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près déjà à 450 millions de dollars, mais nous espérons, par rapport au programme tel qu'il est élaboré pour terminer dans les délais, qu'on pourra arriver à au moins 1 milliard de dollars pour cette année. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis la ville-province de Kinshasa. Voilà, il nous appelle depuis la ville-province de Kinshasa. C'est M. Claude Moussombo, j'appelle depuis Kinshasa, intervenant sur la radio Okapi. Je salue tous les auditeurs de la radio Okapi partout où ils sont en RDC. De par leur mode de gestion, les territoires sont des entités administratives déconcentrées, dépourvues d'une autonomie de gestion. Ils exécutent les programmes du gouvernement central et de la province dont ils sont bénéficiaires. À l'intérieur des territoires, il existe des entités administratives décentralisées, qui sont les communes rurales et les secteurs ou chefferies. L'argent réparti par territoire sera investi dans les projets du gouvernement central dont les administrateurs du territoire auront le devoir d'exécuter et de surveiller, où il sera donné aux entités décentralisées pour la mise en œuvre de leurs projets au regard de leurs besoins et priorités. Monsieur le ministre. Oui, l'auditeur Claude Moussombo a tout à fait raison. Les territoires sont des entités déconcentrées sans personnalité juridique. C'est pour ça que je vous ai dit que les fonds seront gérés par les agences d'exécution qui vont signer le contrat avec le gouvernement central. Les fonds ne seront pas remis aux administrateurs de territoire pour exécuter les travaux. Non, les administrateurs de territoire seront mis à contribution avec les comités locaux de développement, dont les chefs coutumiers, pour faire le suivi des travaux. Ils seront pleinement informés, pleinement impliqués dans les suivis et évaluations des travaux, de manière à nous faire régulièrement un rapport sur l'évolution de ces travaux. Mais la gestion fiduciaire sera assurée par les 3 agences d'exécution dont je vous ai parlé. Alors, parlons du PNUD, il y a certains experts qui estiment que si on confie par exemple la gestion des fonds au PNUD, ça va prendre beaucoup de lenteur. On sait comment ça fonctionne dans le système des Nations Unies. C'est pas du tic au tac, c'est toute une longue procédure. Ça risque de retarder les travaux. Oui, je pense que à un moment donné, nous avons des choix à faire. Nous avons des choix à faire entre une rapidité qui est parfois une manière de dilapider l'argent. Je préfère, moi, qu'on prenne 6 mois de retard avant que les travaux commencent effectivement, mais qu'on s'assure que ces travaux vont commencer et se terminer, que aller vite avec des gré à gré et d'autres procédures. Il faut tenir compte du timing. Non, mais écoutez, le timing est là. Nous savons que dans les délais que nous avons prévus dans le programme, si les choses sont faites correctement et que tous les marchés sont passés correctement en déant les 3, 4, 6 mois, eh ben, les travaux vont arriver à terme. On ne souhaite pas faire les choses dans la précipitation. Moi, je pense, c'est vrai que le peuple est impatient, mais nous avons déjà beaucoup perdu dans le passé. Je pense il vaut mieux prendre 3, 4, 5 mois de plus pour mettre les choses vraiment en place avec des gens compétents et capables d'exécuter les travaux que de faire les choses précipitamment pour ne pas
arriver à la fin. Le PNUD, nous avons pris acte de cette remarque, nous lui avons fait déjà ces observations pour que les choses aillent beaucoup plus vite. Il faut dire que les mécanismes aussi de contrôle interne sont très durs chez eux pour permettre quand même que les choses se fassent correctement. En tout état de cause, il est prévu aussi dans le compte des programmes normaux du gouvernement qu'une partie des travaux urgents puisse commencer avec les ministères sectoriels en attendant la finalisation des procédures de passation de marché par les agences d'exécution. On va se rendre encore une fois à Lubumbashi. Monsieur le ministre, les auditeurs, ils sont très nombreux qui veulent intervenir pour poser leurs questions. On se rend encore une fois à Lubumbashi pour prendre Maître Patrick Effilé. Moi, c'est Maître Patrick Effilé depuis Lubumbashi. Nous avons salué beaucoup plus votre sujet que vous avez lancé pour le projet de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Mais il se fait que beaucoup de projets ont été lancés dans notre pays depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Et presque tout ne réussissait pas à cause des détournements des fonds alloués à ces projets-là. Alors, le président a déjà compris que ce qui tue les Congo, c'est le détournement des deniers publics, la corruption et le consort. Il a effectué beaucoup de centres dans multiples provinces, parmi lesquelles il a fait des centres dans les Grands Kasaï. Il a vécu palper lui-même des réalités aussi sur l'échec de ces projets-là. Notre préoccupation est de savoir, à la fin de ce projet de développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo, quelles sont les stratégies qu'ils ont mises en place pour éviter le détournement des fonds et les mécanismes mis en place pour la réussite du projet. La deuxième préoccupation est de savoir les provinces qui sont en insécurité plutôt seront-elles développées au même moment que les autres provinces de la République démocratique du Congo? Parce qu'ils ont garanti aux exécuteurs du projet la sécurité pour la réussite au moins de ces 145 territoires. Voilà notre préoccupation que nous voulons quand même attendre vos réactions dans mon territoire. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup. Je pense que les auditeurs sont très préoccupés par la question de la dilapidation des fonds. Exactement. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous recourons aux agences d'exécution, c'est notamment cela. Nous vous avons dit également que le chef de l'État a pris la précaution d'intégrer dans les mécanismes de procédure en amont et en aval l'IGF, qui fait partie maintenant de l'audit interne du projet en permanence. Et également, nous avons l'organe de lutte contre la corruption qui est intégré pour suivre de près ce programme. Au-delà de ça, moi je pense que les meilleurs agents pour aider ce programme, c'est les populations. C'est la transparence qui doit être faite par nous-mêmes. Lorsque le projet va être lancé, le programme va être lancé officiellement, nous allons faire en sorte que la cellule, notamment pour le changement des mentalités, puisse être impliquée de sorte que la divulgation des projets où ils doivent être faits, quand il doit être fait, les montants qui ont déjà été débloqués soient mis à la disposition des populations et des leaders d'opinion dans chaque territoire. Parce que c'est eux qui feront remonter l'information pour dire si le projet avance ou n'avance pas. Deuxièmement, dans la quatrième composante, je vais vous laisser une copie du projet ici, vous allez voir que nous avons mis en place une méthode de suivi géoréférencée, c'est-à-dire on va mettre en place un mécanisme de suivi pour que au niveau de toutes les instances qui doivent suivre le projet, on puisse avoir un regard visuel pour voir tel projet qui est financé, je ne sais pas, à Malimbankoulou. On nous a dit que l'école, on a déjà, est au niveau du Nenton ou de la Charpente. À partir de chaque bureau, du gouverneur, de l'AT, du président de la République, du Premier ministre et du comité de pilotage, on doit voir de visu, on doit pouvoir voir de visu en temps réel où en est réellement ce projet-là. Ça sera notre travail définitif et nous allons demander aussi aux honorables députés
qui vont régulièrement rentrer en vacances parlementaires, de faire le suivi aussi du projet. Je crois que c'est la mutualisation de tous ces efforts de contrôle qui peuvent permettre quand même l'atténuation du niveau de déperdition des fonds publics. Et voilà, donc le reste, alors, le suivi. Par rapport aux provinces qui sont en insécurité, où on trouve plusieurs groupes armés, comment les travaux vont se faire, s'exécuter? Oui, je crois que vous avez suivi que lors de l'avant-dernier Conseil des ministres, le président de la République avait soulevé cette préoccupation. Je crois que les provinces ne sont pas toutes. C'est pas l'ensemble des provinces, de la province qui a attaqué, par exemple, le Nord Kivu et l'Ituri, parce que c'est deux provinces. Mais c'est beaucoup plus dans les milieux ruraux que vous avez visés, où on retrouve tous ces groupes armés. Oui, mais c'est pas surtout, c'est exactement je crois, dans 3 territoires. Ces 3 territoires ont d'abord un programme qui va être mis en cours en dehors de l'état de siège qui va se poursuivre. Mais les 3 territoires-là, il y a d'abord le programme DDRCS aussi, qui a un certain nombre de capacités à faire, qui va commencer. Et on ne peut pas, c'est vrai, exposer les différents constructeurs pour dire qu'on va construire même là où il y a la guerre. Non. Là, je crois qu'il faut être juste. Ces territoires, pas les provinces, les territoires concernés vont pouvoir subir d'abord le traitement approprié pour se stabiliser, de manière à ce que par la suite, les travaux puissent commencer à l'intérieur. On va prendre cette autre réaction qui nous vient de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Pikiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Pour 145 territoires, 450 millions, c'est insignifiant. Avec cette somme aussi dérisoire, je ne vois rien de bon à attendre de ces projets. Je me demande, chaque territoire va bénéficier combien en termes d'argent. À mon avis, le gouvernement dit de Wairos est en train de nous vendre du vent. Avec ces projets, je me demande s'il y a eu une étude sérieuse en amont. Aucun territoire n'a une infrastructure de base, route, hôpital, eau, électricité et école. À mon avis, malgré la volonté, il y a mieux à faire. Je pense qu'il faut de véritables plans de développement à la base. Discuter avec les différentes couches sociales des zones bénéficiaires qui devraient diagnostiquer le véritable problème et définir les axes prioritaires. Vous l'avez dit en début d'émission que vous avez discuté avec les couches, toutes les couches de la population à la base, mais il estime que 450 c'est vraiment insignifiant. C'est du vent que vous vendez aux Congolais. Oui, ben je pense que on sent d'ailleurs dans la voix de l'auditeur qu'il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de déception, mais je pense il doit reprendre espoir. Aujourd'hui, on a dit le programme en lui-même, il est évalué à 1,6 milliard de dollars. Mais les 450 millions de dollars, c'est les montants actuellement disponibles pour le démarrage. Et le reste, ça va se dérouler normalement. On ne fait pas 100 km sans commencer par un pas. Donc, on doit commencer quelque part. Je ne sais pas si l'auditeur se souvient la dernière fois qu'il a été même mis 200 000 dollars dans un territoire. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si je fais le calcul rapide, 450 millions de dollars, c'est déjà au moins 3 millions de dollars pour chaque territoire. Donc, c'est déjà un début. Ça fait déjà le tiers de ce dont nous avons besoin pour boucler l'ensemble du programme. Et moi, je pense que c'est quelque chose à encourager parce que lorsque nous allons signer avec des agences d'exécution, il y aura des échéanciers. Un échéancier, c'est les périodicités de paiement. Si nous commençons avec 450 millions, le ministre des Finances va nous dire peut-être d'ici 6 mois, peut-être qu'il peut disponibiliser 450 autres millions. Et après 6 autres mois, on peut disponibiliser 450 autres millions. Donc, c'est pour commencer. Et le jour où il vous dit qu'il n'y a pas d'argent, le programme s'arrête? Non. Ce que nous avons dit justement pour éviter de retomber dans les erreurs du passé. Lorsqu'il libère les 450 millions, nous allons identifier les programmes, les aspects du programme que nous pouvons commencer et terminer pour ne pas laisser des chantiers inachevés. C'est-à-dire, si je dois construire 10 écoles dans un territoire, j'ai reçu un tiers de l'argent, j'en construis d'abord 3. Je ne commence pas les fondations de 10 écoles. J'en construis 3, comme ça je suis sûr
que c'est terminé. Mais après, l'argent va suivre. Et je ne pense pas qu'avec les mécanismes que nous avons mis en place, que les partenaires ne viendront pas intervenir quand ils verront le résultat du travail qui sera fait. Et je crois que le pays aussi est dans une phase de redressement économique et que les recettes sont en pleine croissance et nous avons bien fait des calculs et nous savons très bien que nous pouvons y arriver. Alors par quoi faut-il commencer, monsieur le ministre? Qu'est-ce qui est prioritaire? La construction des routes, des dessertes agricoles, la construction des écoles, des hôpitaux? C'est quoi la priorité aujourd'hui? Chaque territoire a sa spécificité. Il y a des territoires où la priorité absolue, dans certains coins, parce qu'on a essayé d'équilibrer par rapport aux chefferies, par rapport au secteur. Dans certaines chefferies, par exemple, c'est l'eau qui est une priorité. Dans d'autres, mais c'est de la plupart, je veux dire, une constante en tout cas, c'est les routes de desserte agricole. Il y a cette constante parce que c'est ça qui va permettre de désenclaver les milieux même où on doit aller mettre des adductions d'eau ou des éclairages publics. Donc, je ne vais pas dire, je vais dire que la priorité, en général, il y a une constante, c'est les routes de desserte agricole. Ensuite, il y a les questions d'eau et des centres de santé, qui sont des questions prioritaires. Et puis, vous avez les écoles et après, vous avez les chaînes de production. Alors, 1 600 000 $ pour chaque territoire. Est-ce qu'il n'y a pas des territoires qui ont plus de problèmes que d'autres? Vous pensez que le 1 600 000 ça va suffire? Non, 10 millions pour chaque territoire. Voilà, 10 millions pour chaque territoire. Vous pensez que ça va suffire pour les différents projets qui seront exécutés dans ces territoires? Il faut dire que c'est la première phase. C'est la première phase. Et dans cette première phase, comme vous l'avez souligné en début d'émission, on n'a pas voulu dire, bon, celui-là va avoir, il a plus de problèmes, il va avoir 15 millions, l'autre en a moins, il va avoir 3 millions, parce que ça allait poser un problème de discussion interminable. Et donc, on a fait une sorte de répartition uniforme pour retarder. Dans une deuxième phase, il y aura des financements complémentaires pour rééquilibrer pour ceux qui sont un peu plus en retard que d'autres. Mais dans cette première phase, on a préféré une répartition égalitaire parce que tout le monde, en tout cas c'est tous les territoires qui ont quand même des problèmes assez sérieux. On va se rendre à Kindu, au Maniema, pour prendre Joseph Mwamba Mukongo. Oui, je suis Joseph Mwamba Mukongo. J'appelle depuis Kindu, au Maniema. Ma question est de savoir sur base de quels besoins ce projet a été conçu. Je pose cette question parce que chaque territoire a ses propres problèmes différents de ceux des autres. Il y a eu le programme 100 jours où, sauf le procès de Kinshasa sur les maisons préfabriquées, on n'a eu aucun autre écho sur l'utilisation des fonds du programme de 100 jours dans les provinces. Au Maniema, par exemple, aucun suivi n'a été fait, alors que certaines routes ont été ciblées. Le manque de suivi et évaluation est un grand frein à l'efficacité des projets gouvernementaux. Je me demande si au moins cette fois-ci, le gouvernement va suivre ce qui se passe dans les provinces. Donc je voulais dire à l'intérieur des provinces, ce qu'il n'a toujours pas encore fait. Une route doit être réhabilitée combien de fois dans une même législature? Sinon, on n'aura pas d'avancée. Parce que tous les gouvernements reviendront sur les mêmes projets. C'est vraiment désolant. Comment vous lui répondez? Je crois que j'ai déjà répondu à sa préoccupation dans mon intervention parce que il me pose la question de savoir sur base de quels besoins ce programme a été conçu. Je crois que je l'ai dit. Vous avez répondu à ça. J'ai répondu à ça. Alors, il estime que on revient sur les mêmes, les mêmes problèmes, réhabilitation des routes, réhabilitation des hôpitaux, construction, alors que c'est des choses qui se font souvent chaque fois par le gouvernement. On va réhabiliter combien de fois les routes? On va réhabiliter combien de fois les mêmes écoles, les mêmes hôpitaux? Bon, je crois que le programme, de par la manière dont il a été conçu, a été fait en sorte que ce sont les bénéficiaires qui ont fixé les priorités. Donc, je suppose que ces bénéficiaires ne vont pas revenir avec une route qui a déjà été réhabilitée pour nous dire qu'on la réhabilite encore. Je crois que en basant... Juste en passant, cette consultation a été faite quand, monsieur le ministre? La consultation a été faite au mois d'octobre, fin octobre, début novembre.
Oui, pour l'ensemble des territoires. Donc, c'est une consultation qui est assez récente. On va se rendre à Béni, au nord Kivu, pour prendre cette réaction de Maître Fabrice. Maître Fabrice Ambi, depuis la ville de Béni, au nord Kivu. À mon avis, tout d'abord, je vais commencer par saluer les projets que je dirais salvateurs de 145 territoires lancés par le gouvernement. Mais d'entrée de jeu, j'aurais quelques petites questions à poser à son Excellence, Monsieur le ministre qui sera chargé de ces projets. La première des questions, j'aimerais savoir si les montants loués à ces projets-là, est-ce que ce montant-là est prévu dans les budgets ou soit dans la loi des finances? La seconde question, qui seront les exécutants de ces projets? Ça sera la durée d'exécution de ces projets, ça va se passer comment? L'État va attribuer les marchés à qui en question? Donc, nous estimons que la réponse à ces questions-là permettra de nous donner de l'espoir si réellement les projets, ça sera bien exécuté ou pas. Alors, à certaines questions, vous avez déjà répondu, mais placez quand même un mot pour répondre à d'autres préoccupations de Maître Fabrice. Je pense que la question qui concerne la prévision du projet au budget, effectivement, le projet est totalement pris en charge par le budget, notamment par l'annexe qui parle du PDL et par l'inclusion dans les investissements dans chaque ministère sectoriel, ces investissements qui seront regroupés pour le revenu de ce projet. À qui sera attribué les marchés? J'ai dit, les marchés seront attribués par appel d'offres en privilégiant les entreprises ou les ONG locales qui sont installées localement, qui connaissent les terrains et qui utilisent les enfants des territoires. On ne va pas faire des exportations ou des importations des ingénieurs ou des opérateurs de Kinshasa. C'est pour ça qu'il est important que dès à présent, les entreprises locales, les FEC, Copemeco au niveau local, se préparent, qui s'organisent en consortium. Ceux qui sont constructeurs, ceux qui sont pêcheurs, regroupez-vous pour mutualiser vos forces, pour gagner les marchés tels quand ils seront lancés. Et alors, parlons des ONG, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y aura des études ou des enquêtes qui seront faites pour savoir à qui appartiennent réellement ces ONG? Parce que nous avons appris que beaucoup des politiciens au niveau de Kinshasa sont rentrés en province pour créer des ONG afin de bénéficier de cet argent du programme de développement des 145 territoires. Bon, je pense que les enquêtes pourront se faire pour éviter les conflits d'intérêts. Mais à ce stade, comme je vous ai dit, nous, en tant que gouvernement, nous sortons du processus d'attribution des marchés. C'est ça que vous devez retenir. C'est-à-dire, les gens se plaignent du PNUD, de BSECO, de CFF. C'est parce que, évidemment, ça sera lourd parce que nous, gouvernement, nous sortons de ce processus-là. Et donc, eux vont poursuivre le processus de passation de marché en dehors du gouvernement et selon leurs propres règles. Donc, je ne pense pas que ce soit le ministre du plan, moi-même, parce que je dois parler de moi-même, je suis capable d'imposer une ONG à moi, par exemple, au PNUD. Ça va être très compliqué parce que je risque même d'être dénoncé au niveau international. Donc, voilà pourquoi cette option aussi a été levée pour éviter des polémiques autour des conflits d'intérêts au niveau des autorités. Alors, qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui est mis en place pour faire accepter ce programme à la population congolaise, à la population locale qui va bénéficier de ce dernier? Oui, d'abord, nous considérons que comme c'est eux-mêmes qui ont proposé ce programme, ces priorités, notamment à travers leurs chefs coutumiers, à travers leur société civile, parce que c'est les chefs coutumiers, la société civile, qui ont été mis ensemble avec l'administrateur du territoire, avec le point focal du plan, avec la cellule de vérification des investissements, pour faire leurs propositions. Donc, c'est déjà un élément d'appropriation. Ce n'est pas des projets qui leur sont imposés d'en haut. C'est leurs propres besoins. Deuxièmement, maintenant,
il faut justement qu'on fasse une campagne pour dire à la population ce qui sera fait et où, de manière à ce que chacun sache ce qui sera fait dans son secteur, dans sa chefferie ou dans son groupement. En ce moment-là, nous pensons qu'il va y avoir une meilleure appropriation et un meilleur suivi. Donc, il y aura tout un programme aussi de formation sur le contrôle civique. Je vous ai dit qu'il y aura aussi des formations sur la pérennisation des projets, parce que on va faire des adductions d'eau, on va faire de l'éclairage public avec panneaux solaires et tout. Mais si, après le départ des gens qui ont construit, les autorités ou les communautés locales ne savent pas gérer ces projets et le pérenniser, ça ne sera pas une bonne chose, parce que ce projet va mourir juste après le départ. Donc, pour nous, tous ces éléments-là, de savoir que ces projets, c'est pour eux, leur appropriation, leur formation pour l'entretien, vont être des éléments supplémentaires qui vont permettre aux populations de s'en approprier et de pouvoir le pérenniser. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bandundu avant de clôturer cette émission, monsieur le ministre, et puis on revient à vous. Maître Yagali, avocat au barreau d'Ikwilou, je vous appelle à partir de Bandundu-ville. Par rapport à ce projet, c'est un projet à accompagner. Mais le problème c'est par rapport aux réalités de chaque territoire. Est-ce que ce projet a tenu compte de ces réalités? Prenons par exemple le territoire de Gungu, où il y a 12 secteurs, mais je ne sais pas où ça sera érigé tel projet ou tel bâtiment ou telle école. Donc on n'a pas assez de précision par rapport à tout cela. Et cela crée des doutes dans le chef de nous, la population. Alors, il y a Franck aussi qui nous appelle depuis Kananga, voilà, qui demande si les transactions financières vont passer par les banques et institutions financières crédibles. Oui, merci. Je pense que les réalités de chaque territoire ont été prises en compte par les délégués des territoires qui ont donné leurs priorités. En tout état de cause, il y a un comité de pilotage politique et stratégique qui est dirigé par le chef de l'État lui-même, qui va réexaminer au cas où il y aurait des parties qui auraient été oubliées, lésées, pour reconfigurer le programme. Mais en tout état de cause, avant les débuts des travaux, l'ensemble du programme, avec les annexes de la localisation et les priorités, vont être mis à la place publique, parce que ça c'est déjà terminé. C'est dans ce processus d'appropriation qu'il y aura, dans le dialogue qui doit s'instaurer dans l'exécution de ce programme avec l'ensemble des acteurs et des forces vives des territoires, la possibilité de réallouer ou de relocaliser certains projets. Donc de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. L'auditeur de Kananga pose la question si les transactions vont se faire par les banques crédibles. Je pense que ce sera la responsabilité des 3 fiduciaires que nous avons mis en place, qui ont l'habitude de ce genre de transactions, qui se feront certainement par des banques, parce que ce sont des sociétés, des fiduciaires qui sont audités au niveau international et donc qui ne peuvent pas faire des transactions financières par n'importe quel moyen. Alors, on va terminer cette émission par ces recommandations faites par Alain, qui nous écrit depuis Bunia, dans la province d'Elituri. Il s'adresse à vous, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Christian Mwando, quelques recommandations pour la bonne exécution de ce programme. Nous voulons que le gouvernement utilise les structures congolaises dans l'exécution du projet au lieu d'utiliser les étrangers. Nous demandons aussi au gouvernement de lancer les offres d'emploi pour recruter dans chaque province et chaque ville. Nous voulons aussi que tous ceux qui travailleront dans ce projet signent des contrats, voire même les journaliers, associer aussi les structures de la société civile et mouvements citoyens afin de maintenir un niveau élevé de la gestion de la chose publique. Oui, ce sont des recommandations. Nous en avons déjà débattu. Comme c'est un processus participatif, je dis merci pour ces recommandations dont nous tiendrons compte. Alors, un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent partout en RDC.
Oui, un dernier mot, c'est dire à ces auditeurs, à nos compatriotes, que je pense que beaucoup d'entre vous restent sceptiques à cause des nombreuses déceptions par le passé, mais je crois qu'il faut toujours regarder vers l'avant. Ce projet, ce programme qui a été pensé par le chef de l'État est fait pour vous. Il conviendra de vous en approprier. Vous êtes les premiers policiers et les premiers gendarmes pour faire respecter ce programme. Nous vous promettons que nous allons nous y mettre pour même améliorer votre situation à l'intérieur. Christian Mwando Simba, ministre d'État, ministre du Plan, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous venez nous rendre visite. Merci à vous. Merci. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Guimaté, Martin Seboujangwe, Alex Essomé. Merci à William Lungamba qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radio-okapi.net. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.